Alors maintenant, on entre dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Je suis dans une recherche qui est en cours et je me suis dit, puisque notre ami Langendorf ne peut pas venir, je vais vous en présenter les premiers résultats. Le titre est un petit peu mystérieux peut-être. De la Constitution au règlement, l'esprit libéral s'oppose et s'impose. Cela veut dire que la Constitution de 1814 ne répond pas aux exigences libérales, alors que le règlement, grâce principalement à son auteur et à quelques astuces de procédure, ça nous montre l'importance que peut avoir de temps en temps la forme, va permettre d'insuffler au régime un esprit libéral. En effet, en introduction, je pourrais vous dire que les institutions sont avant tout ce qu'en font les hommes. Prenons un exemple que vous connaissez certainement bien. La Constitution de la Ve République, en elle-même, n'est pas très souple et ne permet pas des révisions constitutionnelles faciles. Et pourtant, cette Constitution a pu s'adapter à des régimes, des cohabitations, des hommes, des présidents, devrais-je dire, aussi différents que ceux que nous avons connus ces 50 dernières années. Un autre exemple que vous avez aussi connu, c'est celui de la Constitution radicale de 1847, faite en 3 semaines, qui va durer 165 ans, parce qu'elle était très adaptable, relativement facile à réviser, et il y aura de nombreuses révisions constitutionnelles dans ces 165 ans. Il n'en va pas de même de la Constitution de 1814, qui ne va durer que 28 ans entre 1814 et la nouvelle Constitution de 1842, à la suite de la Révolution de 1841, révolution inachevée. C'est James Fasy qui la complétera en 1846, révolution donc quelque peu oubliée, même si c'est cette constitution de 1842 qui à la fois met fin à ce que certains ont pu appeler les 27 années de bonheur, c'est le titre que lui donnait Topfer et à sa suite Philippe Monnier, et en même temps à une époque relativement importante pour Genève, dans la mesure où c'est là que se concrétise, mais Irène Hermann vous le montrera la prochaine fois, l'esprit genevois devenu esprit suisse, mais aussi les dernières oppositions d'anciens régimes qui seront, grâce à James Fasy, oubliées. En effet, on peut dire que c'est en 1846-47 que les troubles genevois du XVIIIe siècle, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais qui jouent un rôle très important dans la mémoire des hommes de 1814 et qui expliquent d'une certaine manière les oppositions qui se font jour sur la Constitution elle-même. Dans l'exposition, il est présenté un manuscrit tout à fait remarquable de Pierre-François Belleau, né en 1776 et mort en 1836. C'est son exemplaire personnel annoté du projet de Constitution soumis en votation populaire le 22 août 1814. Et évidemment, une bonne partie de notre exposé va être consacrée à cela. En marge de son exemplaire, Belleau écrit « Son ouvrage ne subsistera point. Lorsqu'on sera rassuré sur toutes les craintes dont on a cherché à circonvenir le citoyen, l'opinion se manifestera librement. Le Conseil représentatif sera contraint de céder à cette force contre laquelle on lutte toujours inutilement. Il sera peut-être lui-même l'organe
de cette opinion publique, comme il l'eût été nécessairement s'il n'était pas le résultat d'un mode trompeur d'élection. Alors cette phrase, qui peut paraître un peu mystérieuse, contient beaucoup de choses. Elle parle du conseil représentatif, elle parle de l'opinion publique, elle parle d'un mode trompeur d'élection. Étienne Dumont, qui va jouer aussi un rôle dans notre histoire aujourd'hui, était beaucoup plus direct. Ce qui a détruit le charme de la Restauration, c'est la Constitution elle-même. Mais au fond, avant de voir comment cet esprit libéral va surgir, il faut peut-être faire un petit retour sur la situation en mai 1814. Vous le savez, pour être suisse, pour devenir suisse, ce qui est la volonté des puissances alliées, en mai 1814, donc avant les 100 jours, après la première abdication de Napoléon, Genève doit présenter ce qu'on peut appeler une dot à la Suisse. Cette dot se constitue par deux éléments. D'une part, une contiguïté territoriale avec la Suisse, que cette contiguïté soit par le nord, Versoix et canton de Vaud, ou par le sud, avec le nord de la Savoie, le Chablais, le Faucigny, pour rejoindre le canton du Valais. Les deux possibilités sont à ce moment-là envisagées. Et puis, elle doit se doter d'une constitution. Et là, le problème est très bien mis dans un message des puissances alliées, une déclaration rédigée par Capodistria. Capodistria, c'est cet ami de Genève qui est originaire de Corfou et qui jouera un rôle plus tard avec Jean-Gabriel Hénard dans l'indépendance hellénique, mais qui pour l'instant est au service du tsar de Russie, le tsar qui est dans une période libérale jusqu'en 1820, et Capodistria est l'un des deux ministres des Affaires étrangères du tsar Alexandre. En effet, il a deux ministres des Affaires étrangères pour quelques années, Capodistria, qui ensuite le quittera pour la Grèce, et Nesselrode, qui effectuera une sorte de record, un peu battu par un prince séoudien, semble-t-il, puisqu'il sera 40 ans ministre des Affaires étrangères, d'abord du tsar Alexandre, puis du tsar Nicolas Ier, jusqu'en 1855. Capodistria, au nom des puissances, dit ceci. Les puissances alliées désirent que la République de Genève, affermie et fortifiée par une constitution libérale, mais c'est là le mot qui est utilisé dans la déclaration, et par un agrandissement convenable du territoire, présente à la Suisse un co-État. Je vous rappelle que la Suisse à ce moment-là est une confédération, donc formée d'États en théorie autonomes, voire indépendants, un co-État capable de contribuer à sa conservation et au maintien vigoureux de son système de neutralité. Et d'ajouter, c'est dans ces vues que le Conseil provisoire, donc le Conseil formé la soir du 31 décembre 1813, avec, comme s'indique, Ami Lulin et Joseph Desarts, c'est dans ces vues que le Conseil provisoire pourrait, dès ce moment, préparer par un travail réfléchi le projet d'acte constitutionnel de la République de Genève. Et c'est le 30 mai, un mois plus tard, lors de la signature du traité de Paris, que Genève est prévue comme étant un canton suisse. Les troupes autrichiennes ont quitté Genève le 16 mai, et vous le savez bien, c'est le 1er juin que les troupes
suisses débarquent au Port-Noir pour remplacer les troupes autrichiennes. Qu'en est-il de ce vœu des puissances? Eh bien, vous le savez déjà, en réalité, le Conseil provisoire ne répondra à aucun des deux vœux des puissances alliées. La Constitution ne sera pas libérale et l'agrandissement ne sera pas convenable. Il sera réduit à la part la plus petite, la part la plus étroite du territoire possible. Même les négociations menées à Paris d'abord, à Vienne ensuite, par Charles Pictet de Rochemont, seront en partie entravées par les autorités genevoises, extrêmement inquiètes de le voir, en réalité je ne peux pas dire sur le point de réussir, mais de le voir s'engager dans, par exemple, la possibilité de réunir au canton de Genève le pays de Gex, ce qui amènerait une forte population catholique, parce que là était évidemment le problème, l'épine dans le pied à ce sujet. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que le 1er mai 1814, au moment même de la déclaration des puissances alliées, Saladin de Cran écrit au conseiller Turrettini qu'il était hors de doute que si nous nous présentons bien, non avec un territoire qui rivalise avec les grands cantons, les Grisons, Vaud, Berne, je ne dis pas ça, mais c'est ça, mais avec une population doublée ou triplée limitrophe à la Suisse, avec un projet de constitution sage et serré qui prévienne les troubles et qui n'offre plus trace d'un conseil général turbulent, on nous verra avec plaisir servir de barrière au sud de la Confédération. Dans cette lettre de Saladin, qui n'exerce aucune fonction officielle, on voit déjà se dresser sur la Constitution le fait qu'il faut que cette Constitution, loin d'être libérale, ne remette pas en selle l'ancien Conseil général, disparu après l'annexion par la France, non plus qu'un régime qui permettrait à nouveau que des troubles, des dissensions entre citoyens surgissent. Et ça, c'est important dans la mesure où tout le travail de la commission qui va rédiger la Constitution en quelques semaines va être effectivement d'essayer d'empêcher le retour aux nombreux troubles d'ancien régime qui ont permis à certains historiens de dire que Genève avait fait sa révolution bien avant la France. Et vous voyez quand même que Saladin accepterait l'idée d'un canton de Genève qui, au lieu d'environ 30 000 habitants qu'a à peu près le canton en 1814, c'est les anciens territoires genevois et la ville essentiellement, serait un canton de 100 000 habitants. Bien, il n'en sera rien, parce que lorsque le canton en 1816 sera achevé, il n'aura guère que 40 à 50 000 habitants. Donc bien plus petit que même des gens comme Saladin étaient prêts à accepter. Pour la Constitution, il y a une commission qui se met au travail le 4 juin. Elle est formée des deux grands syndics de la Restauration, Ami Lulin et Joseph Desarts, qui sont âgés, et de 6 conseillers, Turrettini, Pierre Bouin, Francis Livernois, dont 5, Viollier et Schmitt-Meyer. Parmi ces hommes, il y en a
qui ont exercé des mandats avant la Révolution genevoise de 1792, ce sont Ami Lulin et Joseph Desarts. C'est évidemment les poids lourds de la commission. Mais il y en a quand même un, Francis ou François d'Ivernois, qui était, avant la Révolution, du parti des représentants, et pas du patriciat genevois, qui était un esprit ouvert libéral et qui d'ailleurs vivra de nombreuses années en Angleterre, s'efforcera même de faire une colonie genevoise en Irlande, connaîtra les libéraux anglais et est l'un des 3 représentants genevois au congrès de Vienne. Il a d'ailleurs été anobli par le roi Georges III d'Angleterre. Il est chevalier, il est devenu Sir Francis d'Ivernois. Mais son poids sera quand même relativement limité et sur certains points, il est d'ailleurs parfaitement d'accord avec Ami Lulin et Joseph Desarts. Et bon, la chronologie, pour que vous voyez bien comment elle va, le 18 juillet, il y a un premier rapport de Bouin au Conseil provisoire, et c'est le 20 juillet que Joseph Desarts présente le projet de constitution au Conseil provisoire à titre tout à fait confidentiel. Alors, le Conseil provisoire a quand même une vingtaine de membres, hein. C'est l'ancien petit conseil rétabli. Bon, ils sont tous à peu près de la même idéologie conservatrice. On s'était bien gardé lors du 31 décembre et du 1er janvier 1813-1814 de faire appel à des magistrats qui avaient exercé un mandat pendant la Révolution. Il existait notamment un syndic nommé Jean Jeannot qui restera à l'écart du processus et ne sera pas amené à siéger dans les institutions genevoises. Un syndic qui avait d'ailleurs été syndic avant la Révolution, comme Julien Dantan, mais qui était âgé, mais qui avait des idées très progressistes, ne tiendra pas non plus à participer au Conseil provisoire. Donc le Conseil provisoire est relativement homogène. Et pourtant, il va présenter un certain nombre d'amendements qui seront examinés par la Commission dans les 10 jours de juillet et le projet officiel sera déposé le 1er août avec un rapport de la Commission chargée de rédiger ce projet de constitution pour Genève. Un rapport qui sera immédiatement très mal accueilli par tous les esprits libéraux, ouverts, on ne veut pas dire progressistes parce que ce serait la forcer les choses de l'époque. Bello en dit, bien écrit, fort spécieux, mais les sophismes et les erreurs n'y manquent pas. Ce rapport, il a une magnifique introduction, probablement rédigée par Joseph Desarts, et vous pouvez y lire « Portant d'abord nos regards sur les jours paisibles et prospères de la République, nous eussions désiré de reproduire ici les institutions et les lois qui la régissaient alors. Nous les aurions conservées toutes avec un religieux scrupule si les années qui nous en séparent et qui les ont fait disparaître n'en eussent rendu le rétablissement comme impossible. » C'est à croire que ces messieurs avaient assisté à une représentation de Tartuffe peu auparavant, car évidemment, c'est d'une parfaite hypocrisie. Ils disent qu'ils ne peuvent pas rétablir les 2 anciens conseils, le Conseil des 200, le Grand Conseil, et surtout le Conseil général. Impossible de recréer le Grand Conseil, respectable élite du peuple genevois. Aucun artisan ne pouvait en faire partie depuis le XVIe siècle, et pratiquement que des familles patriciennes
on pourrait dire comme à Berne des regierende fähige Familien, depuis le XVIIIe, respectable élite du peuple genevois, corps de réserve préparé pour toutes les magistratures et centre d'équilibre entre les pouvoirs qu'ils partageaient pour les maintenir dans leurs limites respectives. C'est donc un Conseil des 200 complètement fantasmé sous la plume de Joseph Desarts, qui continue. Nous aurions voulu surtout pouvoir reconstruire sur ces antiques fondements ce Conseil général qui fut toujours regardé comme le sanctuaire de la liberté. Donc le Conseil général, il n'y a pas de meilleure formule que celle qui avait été donnée par le professeur Libeskind d'autrefois, une sorte de Landsgemeinde urbaine. C'est tout à fait ça, c'est les citoyens et bourgeois de Genève qui votent. Et cette institution datait d'avant l'indépendance de la République. Et Desarts dit, mais ce regret, c'est plus par sentiment que par réflexion, et il souligne qu'en réalité, au XVIIIe siècle, le Conseil général n'a qu'un rôle muet et passif, et que malgré de grands droits apparents, il est d'une effective nullité. On peut se demander, d'ailleurs, Bello n'oubliera pas de le faire dans les marges de ses observations, où il écrit dans ce manuscrit, c'est en fait un manuscrit, à part le rapport de la Constitution, qu'il est à la fois paradoxal de souligner que ça n'a pas grand pouvoir, ce Conseil général, et, deuxième argument pour le supprimer, que c'est à cause de lui que Genève a connu un grand nombre de troubles au XVIIIe siècle. C'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai. Donc, on peut se demander vraiment quelle était la sincérité de Joseph Desarts, qui écrivait « De là des chocs sans cesse renaissants, d'opinions et de prétentions, n'ayant et ne pouvant avoir aucune issue légale et paisible, dégénérant en querelles passionnées, quelquefois même en violence coupable. » Ce qu'évidemment Desarts et Amélie Lulin tenaient à éviter. Alors, leur sincérité, en tout cas celle de Joseph Desarts, est d'autant moins à prendre en considération que 40 ans auparavant, en 1777-1779, Joseph Desarts avait fait partie d'une commission de révision des édits, et que c'était la première fois, suite à différents troubles, qu'on décidait de revoir en profondeur les édits politiques depuis le XVIe siècle. Il y avait eu une ou deux revisions partielles, y compris au moment de l'affaire Fatio. Or, cette revision n'aboutira pas, mais par les travaux qui subsistent et qu'on a aux archives, on peut vous dire que déjà à ce moment-là, donc près de 40 ans avant 1815 ou 36 ans, Joseph Desarts songeait aux moyens de supprimer le Conseil général. Il ne l'avait jamais accepté, et c'est intéressant de voir que déjà au XVIIIe siècle, les représentants de la frange la plus conservatrice des gouvernants songeaient à supprimer le Conseil général. D'ailleurs, une partie des travaux de 1777-79 seront repris dans la dernière revision des édits politiques avant la Révolution genevoise. C'est la revision faite notamment par un ancien procureur général nommé Durovray, la rue, qui sera aussi un esprit ouvert et progressiste, un représentant, et que en 1814, en parlant avec Bello des anciennes constitutions genevoises, Desarts manifestera son mépris pour le code du Rouvray, comme on l'appelle chez les historiens, en trouvant qu'il était beaucoup trop populacier. Et je pense que le mot populacier indique parfaitement ce qu'en pensait Joseph Desarts.
Ami Lulin, pour sa part, était d'une opinion un peu différente, parce qu'il ne faut pas imaginer que, même s'ils étaient 7 dans la commission, qu'ils pensaient tous la même chose. Vous avez vu, d'Hivernois est forcément pas la même chose. Mais Ami Lulin regrettait un peu la disparition du Conseil général, seulement il était adversaire de la séparation des pouvoirs. D'ailleurs, la séparation des pouvoirs ne sera que très partiellement introduite dans la Constitution de 1814. Et ce qu'il aurait voulu, c'est au fond un Conseil général concentré. Un Conseil général qui aurait les pouvoirs de l'ancien Grand Conseil et du Conseil général d'Ancien Régime et qui aurait 400 membres. Et en fait, c'est bien ce qu'il va obtenir en partie, parce que le Conseil représentatif est souverain à 250 membres, auxquels s'ajoutent, puisqu'il est souverain, les 28 membres du Conseil d'État, si bien que dans sa grande formation, le Conseil représentatif a en fait 278 membres. On n'est pas tout à fait aux 400 membres d'Ami Lulin, mais ça se rapproche. Schmittmeyer et Bouin avaient à peu près la même opinion qu'Ami Lulin. En revanche, d'Hivernois, qui était imbu des idées anglaises, était partisan, lui aussi, d'un corps électoral restreint pour élire ses 250 membres, avec un système censitaire, donc un suffrage capacitaire. Il était favorable à l'amovibilité des pouvoirs et aux libertés individuelles. C'est la seule trace de libéralisme, et il sera minoritaire. Il obtiendra quand même que seuls les 28 membres du Petit Conseil, du Conseil d'État, soient inamovibles, alors que les membres du Conseil représentatif, les 250 autres membres, seront amovibles à tour de rôle avec des renouvelés par période et lentement. Que dire encore? Pour eux, pour ces gens, au fond, cette commission de rédaction et aussi pour le Conseil provisoire, la République de Genève était morte le 28 décembre 1792, et pas en 98. Et donc toute la période 92-98, où Genève a au moins connu deux constitutions démocratiques, très démocratiques, celle de 1794 et celle qui s'inspire de 1794 de 96, sont parfaitement ignorées et mises de côté parce que ça n'intéresse pas le Conseil provisoire et les hommes qui ne pensent qu'à leur ancien régime. Et c'est dommage, parce que vous le verrez tout à l'heure, lorsqu'on parle du règlement du Conseil représentatif, rédigé par Dumont, et qui s'inspire des principes libéraux, ben vous le verrez, il ne s'inspire pas seulement du règlement du Parlement britannique, mais également en partie du règlement de l'Assemblée nationale genevoise, accepté en 1793. Alors, maintenant que nous avons bien vu quel était le cadre, comment est-ce que les libéraux, Bello, Étienne Dumont, Sismondi, Marc-Auguste Pictet, qui est le frère de Pictet de Rochemont, et même Pictet Diodati, qui est leur cousin, vont manifester leur opposition. Alors, quelques exemplaires manuscrits circulent. Pour l'instant, le projet n'est pas imprimé, il est à l'imprimerie pour qu'il soit distribué aux citoyens genevois.
Bello va en prendre connaissance par le conseiller Pierre Prévost, qui lui prête son manuscrit pour quelques heures. Alors Bello le lit rapidement et est effrayé, effondré par ce qu'il lit, mais il ne fera part de ses observations à personne, puisqu'il avait promis le secret, et qu'à cette époque, le secret était respecté, la parole donnée était respectée. Sismondi, qui avait dû avoir vent d'un certain nombre de choses, demande que le texte soit soumis à une assemblée de notables, dans l'idée de pouvoir l'amender. Refus du conseil provisoire. Divernois demandera à ce qu'on sursoie au vote populaire le 13 août, à 9 jours de la date prévue, sans succès. Enfin, le 20 août, il y aura une adresse de plusieurs citoyens, enfin 500 signatures en principe, qui demanderont également à ce que le vote soit renvoyé. D'ailleurs, ça je ne voulais pas vous le dire là, mais vous le trouverez en partie dans le catalogue, ça mettra dans l'embarras Étienne Dumont, parce que Étienne Dumont, signataire, sera pris à partir par des membres du conseil provisoire qui lui reprocheront, parce que les vieilles rancunes recuites et recuites ne s'oublient pas, qui lui reprocheront son attitude en 1792. C'est d'autant plus extraordinaire que ça n'est que quelques mois pendant les débuts de la Révolution genevoise que Dumont est à Genève. Il était avant à Saint-Pétersbourg puis en Angleterre. Il est revenu en France en 1789 pour être l'un des speechwriters, écrire les discours de Mirabeau. Et à la mort de Mirabeau, il est retourné à Genève quelques mois, fin 91, 92, avant de partir 22 ans en Angleterre. Mais évidemment, il avait à ce moment-là soutenu les débuts de la Révolution genevoise, et alors on le lui rappelle. Et puis, manque de chance, mais chose très intéressante, parmi les signataires se trouve Pictet Diodati, Jules Pictet Diodati. Or, le conseil provisoire reproche à Étienne Dumont, je n'ai jamais rien vu sur Pictet Diodati, de s'être inféodé à Pictet Diodati, dont tout le monde sait qu'il souhaite que Genève reste française. Et c'est vrai, ça c'est aussi très intéressant quand on nous parle de l'union générale pour Genève à la Suisse. Vous avez même parmi le patriciat genevois des gens qui sont favorables à ce que Genève reste française. Alors Pictet Diodati est probablement l'exemple le plus extrême. Il avait été membre pas du tribunal, ça c'était Marc-Auguste Pictet, mais du Conseil des Anciens ou du Conseil des 500 à Paris, donc parlementaire français, sera décoré comme bien des Genevois de la Légion d'honneur. Et d'ailleurs, il y aura un incident tout à fait intéressant en France en 1815, après la seconde restauration, où un député à la Chambre des députés royaliste française fera remarquer que M. Pictet Diodati n'a aucun droit à siéger dans cette assemblée puisqu'il n'est pas français et qu'il est genevois et qu'il habite en dehors de France. Car Pictet Diodati s'était efforcé de conserver son mandat parlementaire français, ce qui ne l'empêchait pas en même temps d'être, parce qu'il était Pictet Diodati, d'être membre du conseil représentatif. Il avait quand même réussi à être élu en automne 1814. Cela dit, c'est un personnage qui mériterait d'être davantage étudié, parce que là on a la preuve que quelqu'un d'établi ne voyait pas la France
même ni impérial ni royaliste, d'un mauvais œil. Toujours est-il que les membres du conseil provisoire, qui eux savaient parfaitement à quoi s'en tenir sur Pictet Diodati, reprochent à Étienne Dumont de vouloir suivre le même chemin, alors que le pauvre Étienne Dumont avait vécu toute la période impériale en Angleterre et parmi les libéraux genevois n'était certainement pas le plus bonapartiste, bien au contraire. Donc là, finalement, il écrit, on a tous ces détails, dans une grande lettre qu'il écrit au docteur Marsay, le docteur Alexandre Marsay, est un Genevois qui habite Londres, et qui est un chimiste connu. Sa femme fait beaucoup de traductions, et c'est le grand-père de l'Alexandre Marsay, grand-père de Guide Pourtalès, qui possédait le Grand Malagny. Et il est donc resté, Alexandre Marsay, toujours en contact très étroit avec des Genevois. C'est d'ailleurs chez lui que logeait un certain nombre des Genevois. Finalement, donc, j'en reviens à mon vote de la Constitution. Personne du Conseil provisoire n'accepte de renvoyer le vote, et celui-ci a lieu le 22 août 1814. Alors me direz-vous, mais qui vote? Vous ne faites que nous parler de suffrage capacitaire, censitaire, etc. Eh bien oui, malgré tout, malgré le fait qu'on propose aux citoyens genevois de réduire leur pouvoir en établissant un suffrage censitaire avec un sens assez élevé, parce que même Bello, qui était favorable au suffrage censitaire, veut un sens plus bas, de façon à ce qu'il y ait plus de personnes qui puissent voter, le Conseil provisoire n'a pas osé, pour ce vote sur la Constitution, priver les Genevois de leur droit de vote qu'ils avaient exercé sous l'Ancienne République, et qu'ils avaient pu, en partie, exercer, quoique rarement, sous les plébiscites de l'Empire. Et alors, qui va voter? Tous les Genevois qui avaient le droit de vote au 15 avril 1798. Donc, les anciens Genevois. Et puis, tous les Genevois âgés d'au moins 25 ans, dont les ancêtres ont eu ce droit de vote. Alors, vous voyez bien qu'en étaient exclus, évidemment, tous les habitants qui étaient venus à Genève, tous les immigrés qui étaient genevois, français puis genevois, depuis 1798. Mais qu'en revanche, tous ceux qui, avant 1798, avaient eu un ancêtre genevois, donc les anciens territoires protestants, pouvaient voter. Alors ça faisait quand même du monde, ça faisait quand même environ près de 6000 personnes. La Constitution sera adoptée par 2444 oui contre 334 non, et donc plus de 3000 abstentions. Donc, malgré un droit de vote relativement restreint, 3000 Genevois ne se sont pas dérangés pour aller voter cette Constitution. Alors, il faut dire que les modalités du vote étaient tout à fait semblables à celles qu'on avait connues sous l'Ancien Régime. Chaque électeur passait entre une haie d'huissier pour aller jusqu'à la table du secrétaire et devait donner son vote à haute voix. Donc, ne votait même pas à bulletin secret comme les dernières années de l'Ancien Régime. En plus, derrière le secrétaire trônaient les syndics et les conseillers. Et puis, comme certains pouvaient être durs d'oreille, on notait immédiatement sur un tableau le vote, si bien que tous les gens pouvaient savoir ce qu'on avait voté, pas seulement ceux qui étaient à proximité pour entendre. Et Bello dit, eh bien évidemment,
il y a des gens qui avaient peur pour leur profession, pour leur clientèle, etc. Et qui, bien qu'ils aient voulu voter réjection, eh bien, au dernier moment, ils ont voté oui. Et puis, d'autre part, on avait fait courir le bruit que s'il n'y avait pas de constitution, Genève ne pourrait pas devenir un canton suisse. Alors c'est vrai que les puissances avaient dit que Genève devait avoir une constitution. Ils avaient même parlé d'une constitution libérale, ce qu'évidemment la plupart des gens ne savaient pas. Et en conséquence, il est possible aussi qu'un certain nombre de votes aient été influencés par la crainte de ne pas pouvoir devenir suisse, parce qu'on ne sait pas quelle était vraiment l'opinion publique, mais on peut penser quand même, au vu de la joie, notamment de la fête du 1er juin, même si cette fête avait été soigneusement préparée. On sait aujourd'hui que la liesse populaire, elle avait été préparée, on avait ouvert des tonneaux de vin, de bière, pour que les gens soient contents. Mais enfin, on peut quand même penser qu'une majorité des gens étaient en effet contents de devenir suisses. Donc, voilà notre constitution adoptée, et du coup, Bello dit lui-même qu'il l'a rejetée, il fait partie des 334 noms. Étienne Dumont, je crois, ne s'est même pas déplacé, et finalement, voilà la Constitution, une Constitution serrée, comme le souhaitait Saladin, avec ce Conseil représentatif de 278 membres, qui possède le pouvoir législatif, mais l'initiative des lois n'appartient qu'au Conseil d'État, et le Conseil représentatif ne peut que former des amendements, et même pas pour les lois constitutionnelles. Alors, je ne vais pas vous raconter, les séances ne sont pas publiques. Il y a une chose qui est tout à fait caractéristique de l'état d'esprit. Les membres du Conseil représentatif ont droit au titre de très honoré seigneur. Comme sous l'Ancien Régime, les membres du Conseil des 200, et cela durera jusqu'en 1831. Et à ce moment-là, il faudra une loi qui supprimera ce titre de très honoré seigneur, avec un débat très intéressant et un article assez virulent plus tard de Petit-Seine dans le journal Le Fantasme en 1832. Le système est représentatif, donc tous ceux qui sont influencés par les idées anglo-saxonnes, par l'anglomanie, peuvent en être satisfaits. C'est la tenue des débats, le mode des délibérations, la composition sociale de ce conseil rappelle fortement la Chambre des communes d'avant le Reform Act de 1832. Tout le monde regrette cependant un corps électoral plus large. Et puis, il n'y a pas de véritable séparation des pouvoirs. Pourtant, la Constitution peut être soumise à revision à la majorité des 2/3. C'est l'unique Constitution en Suisse cantonale, en Suisse à cette époque, qui prévoit une procédure de revision comme une soupape de sûreté, et c'est en effet probablement cela qui a permis à Genève d'échapper au mouvement de régénération des années 1830 qui, dans beaucoup de cantons suisses, vont amener, à la suite de troubles, à des modifications des constitutions cantonales, parce qu'à Genève, il y avait donc la possibilité de modifier la Constitution. Mais évidemment, elle est critiquée par toutes sortes de bons esprits. Par exemple, Augustin Pyrame de Candolle, qui écrit « Le gouvernement fit rédiger une constitution par une commission qui, avec un certain nombre de bonnes idées sur la tolérance religieuse », c'était pas tout à fait l'avis des catholiques, mais enfin, c'était l'avis des protestants,
sur la tolérance religieuse et la séparation des pouvoirs, en fit une espèce de farrago inintelligible. Le fameux prévôt, elle est quant à la forme rédigée avec une négligence inconcevable, plusieurs articles inintelligibles, d'autres à double sens, presque tous pêchent contre la langue et la grammaire. On attachait beaucoup d'importance à cette époque à ce que les lois soient rédigées convenablement. Le français fédéral n'avait pas encore fait son apparition à Genève. Et puis dans les critiques, Sismondi, quelle honte pour une ville qui a donné tant de grands écrivains à l'Europe de publier ses lois fondamentales dans un galimatia si inintelligible. Quant à Étienne Dumont, vous ne sauriez croire combien nous y avons trouvé de bévues, de choses qui sont même clairement contre l'intention des rédacteurs. Le style en est vicieux à tous égards, louche, amphibologique, vague, obscur, et quelquefois négligé jusqu'à l'absurde. L'inattention a été au point de donner dans un article la faculté de réélire des morts. Évidemment, Dumont a un esprit caustique et sévère. Il y avait un article, notamment, un article qui déchaînait l'ire de tous les libéraux et que vous voyez magnifiquement résumé dans les caricatures d'Adam Topfer, le père de notre Rodolphe Topfer, qui brode le chiffre 8 sur tous les habits de Joseph Desarts. Cet article 8 prévoyait en effet que la Constitution, que, indépendamment du sens, un certain nombre d'électeurs, par leur profession, pourraient être, et en effet électeurs, un certain nombre de citoyens, même s'ils ne payaient pas le sens, s'ils n'avaient pas un revenu et une fortune suffisante pour être normalement électeurs. Parce qu'on pensait, il s'agissait essentiellement de professeurs à l'académie, de régents au collège, de pasteurs. On pensait que par leur profession, ils seraient amenés à voter bien, c'est-à-dire à voter dans le sens du gouvernement. Et alors évidemment, Bello, dans le manuscrit, fait la compte de ces possibles votants et il arrive à 176. Alors sur un corps électoral qui devait avoir 2000 ou 1500 à 2000 membres, évidemment 176, c'est déjà relativement important pour faire basculer une majorité. Quant à James Fazy, mais qu'il écrira plus tard, cette utopie constitutionnelle imposée tout d'une pièce est l'usurpation la plus caractérisée de l'époque. Elle n'est appuyée sur aucun principe fondamental, elle ne découle ni de la légitimité, ni du droit divin, ni de la souveraineté du peuple, encore moins de la souveraineté de la raison. Ou alors il faudrait supposer que la raison n'a pas le sens commun, se contredit, elle ne sait même pas écrire en français. Donc ça, c'est évidemment un jugement de Fazy. Alors Bello, enfant de Saint-Gervais, esprit libéral, pétri d'idées anglo-saxonnes, grand ami, mais depuis 1814, elle ne se connaissait pas avant, d'Étienne Dumont, s'inspire de Montesquieu, de Delhomme, de Benjamin Constant, de Sismondi, aurait dû être favorable à ce système représentatif. Et d'ailleurs, il n'était pas totalement défavorable, mais pour lui, le système représentatif présupposait l'égalité entre citoyens. Et c'est pour cela qu'il détestait Desarts, sauf d'ailleurs quelques années plus tard, par une très habile manœuvre politique, parce que ce juriste qui n'a l'air de rien et qui est occupé dans son droit, saura mener une petite intrigue pour déconsidérer totalement Desarts et l'obliger à quitter le Conseil d'État. Il s'était forcé d'expliquer à Ami Lulin,
à propos de l'agrandissement du territoire, qu'il fallait une république nouvelle et pas une recréation de l'ancienne république. C'est un peu l'idée de Sismondi, qui était lui favorable à un canton de Savoie, qui aurait fait la jonction entre le petit canton de Genève et le canton du Valais. Et d'ailleurs, ça c'est une incise, un certain nombre de Savoyards auraient bien voulu être Suisses, mais ils étaient fidèles à la maison de Savoie, au roi de Sardaigne. Et pour Sismondi, aucune importance. On a donné un statut de canton suisse à Neuchâtel, et le prince de Neuchâtel est le roi de Prusse. Eh bien, le canton de Savoie, le duc de Savoie, sera duc du canton de Savoie, et ça sera le roi de Sardaigne en même temps. Donc exactement, il met sur le papier le système de Neuchâtel pour un canton de la Savoie du Nord. Bien entendu, Chablais, Faucigny, etc. Mais cette idée ne s'imposera pas. Alors Bello est aussi favorable à la publicité des débats, à l'instauration du jury, à la procédure orale en matière pénale, et à un mode de délibération qu'Étienne Dumont va instaurer. En effet, malgré les oppositions politiques, le Conseil provisoire va pousser Étienne Dumont à être candidat au Conseil représentatif, et après une procédure très compliquée, qui avait été moquée en disant « vous pouvez être nommé par une majorité absolue de 600 personnes », et ensuite rejeté parce qu'il y a 300 rétenteurs, le suffrage étant en 2 fois, qui vous écartent, donc vous avez la majorité des voix au premier tour, et vous êtes complètement éliminé au second. Étienne Dumont, ce qui prouve que les conservateurs l'appuyaient sur ce plan, a été nommé au Conseil représentatif. Et comme on savait qu'il connaissait très bien le système britannique, qu'il avait notamment en traduction près un gros volume qui va être la tactique des assemblées législatives, en partie inspirée de Jérémy Bentham, mais en réalité c'est une adaptation, et beaucoup de choses sont de Dumont lui-même et pas de Jérémy Bentham. On lui confie la tâche d'écrire le règlement, le nouveau règlement du Conseil représentatif. Et ça l'intéresse beaucoup. Il dit dans l'introduction à la fin du second tome en 1816 de cela, il dit combien il est content. Alors je vais vous retrouver ma petite citation. Lui qui a pourtant dit de la Constitution que tout l'ensemble est marqué du sceau de la médiocrité, de la crainte des idées libérales, c'est du mesquin, du petit, et pas un trait de génie. Alors, il dit combien il est content de faire ce règlement, parce que, pour lui, il est enfin, c'est quelque chose de nouveau, de neuf, et il peut donner ses idées. Alors il va s'inspirer du règlement de la Chambre des communes, notamment pour les débats. À la Chambre des communes, il y avait 3 débats, mais il va le faire d'une façon un peu différente. Il va notamment prévoir un premier débat d'entrée en matière, dans lequel on débat du projet en général, des intentions du gouvernement en général, puis un second débat qui est article par article, et enfin un troisième débat qui à la Chambre des communes était plus formel, à Genève le sera aussi, qui est le vote sur l'ensemble du projet. Et cette procédure-là va rester en vigueur à Genève jusqu'il y a une dizaine d'années. À ce moment-là, comme on trouve que les choses avancent trop lentement, on supprimera
le premier débat, le tour de qu'on appelle le tour de préconsultation, qui permettait de renvoyer immédiatement aux oubliettes un projet sans se donner la peine de l'étudier en commission. Seulement à la fin, par une certaine complaisance entre tous les partis, on acceptait toujours que même le plus mauvais des projets aille en commission, où de temps en temps il se perdait dans les sables, où il en sortait après plusieurs mois de délibération avec un refus, mais au fond, le tour de préconsultation tel que l'avait prévu Dumont et tel que ça a fonctionné pendant très longtemps, permettait immédiatement d'éliminer un mauvais projet. Pourtant, ce n'est pas par cela que les libéraux vont s'imposer. C'est deux petites astuces de procédure, mais qui vont faire que l'esprit libéral va s'introduire dans cette Constitution et va gagner. D'abord, Dumont prévoit que tous les projets de loi, qui ne peuvent être présentés que par le Conseil d'État, soient accompagnés d'un exposé des motifs dans lequel le gouvernement indique ses intentions. Ça n'a l'air de rien, d'ailleurs les gouvernants n'y ont vu à l'époque que du feu, mais ça va évidemment mettre la puce à l'oreille dans certains cas, permettre une véritable discussion sur l'exposé des motifs et garantir au moins une information minimale sur les intentions du gouvernement. Et puis, la seconde astuce, c'est que ce tour de préconsultation, ben oui, permettait en effet le renvoi d'un projet de loi du gouvernement au gouvernement. C'était parfois désagréable, pas seulement pour le gouvernement, mais aussi pour les députés qui n'osaient peut-être pas toujours se montrer fermes. Mais il prévoit aussi la possibilité de l'ajournement. Puis l'ajournement, il peut être à terme, on ajourne quelque moment, peut être aussi indéfini, sine die. Et au fond, en ajournant sine die, ça permet d'enterrer un mauvais projet, d'enterrer quelque chose dont on ne veut pas, malgré le gouvernement, et ceci en ayant l'air, sans donner une gifle au gouvernement. Alors ces deux astuces permettent en effet, dans le règlement du Conseil représentatif, d'introduire un esprit plus libéral. Il le reconnaît lui-même qu'il a en partie, il s'est inspiré des règles du Parlement britannique, mais comme il le dit, en politique, imitation n'est pas ressemblance. Et grâce à ce règlement, les libéraux vont s'imposer au Conseil représentatif. Je devrais aussi dire quand même, grâce à la qualité de leurs représentants, à partir de 1819 ou 20, vous aurez quelqu'un comme Pellegrino Rossi qui rejoindra Bello, Dumont et Sismondi. Ils obtiendront la publicité des débats, le mémorial, toutes choses qui étaient prévues au Parlement britannique, pas depuis si longtemps que ça. Ils obtiendront des lois sur la liberté de la presse, sur la suppression des peines infamantes, sur le titre de magnifique et très honoré Seigneur notamment. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on constate, quand on regarde le règlement pour la police et l'ordre des délibérations de l'Assemblée nationale, qui est un petit parlement prévu par la Constitution de 1794, mais qui a déjà fonctionné en 1793. Alors il y a tout un règlement avec un président, comment est élu le président, qui ne joue pas pour le Conseil représentatif puisque c'est le premier syndic qui préside l'Assemblée. Comme si aujourd'hui, le président du Conseil d'État était en même temps le président du Grand Conseil. Là, il y a une grande confusion des choses. Mais qui, sur l'ordre de parole, la demande de parole, sur les motions d'ordre,
savoir s'il y a lieu de délibérer ou pas sur les amendements, annonce déjà le règlement du Conseil représentatif. Par exemple, les amendements ne pourront être soumis à une délibération réglée, suivie donc d'un vote, qu'après avoir été rédigés par écrit. Pas d'amendements oraux qu'on lance comme ça. C'est une règle qui est toujours en vigueur, aussi bien au Parlement genevois que dans les conseils municipaux. Ça oblige comme ça les gens à mettre sur le papier très exactement ce qu'ils veulent. On vote sur tous les amendements, on prononcera, dit le XVIIIe siècle, sur tous les amendements avant que de mettre aux voix la motion principale. C'est exactement l'ordre qui est suivi aujourd'hui. Et donc, je ne peux pas vous dire si Étienne Dumont, qui était probablement à Genève au moment où on a rédigé ce règlement sur la police de l'Assemblée nationale genevoise, y avait déjà mis la main. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à cette époque, il n'avait pas encore la connaissance qu'il acquérera juste après, pendant 22 ans, des institutions britanniques. Mais évidemment, vous aviez un autre Genevois, dont je n'ai pas parlé, dont on ne parle pas dans l'exposition, qui a écrit l'un des livres les plus populaires, n'est peut-être pas le mot, mais les plus diffusés sur les institutions britanniques, c'est un certain Delolme. Et Delolme, qui a bien connu l'Angleterre, a au fond publié le livre de référence sur la façon dont fonctionnaient les institutions britanniques pendant toute la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors, ça n'avait l'air de rien, mais Dumont a pu comme ça dire, à propos de ce règlement, je m'estimais, j'ai la citation que je cherchais tout à l'heure, je m'estimais fort heureux de me prévaloir de la rare circonstance d'une assemblée nouvelle qui n'avait point encore d'organisation, pour lui en présenter une qui fût conforme, autant qu'il était possible, aux excellents principes dont j'avais vu de si heureux effets en Angleterre. Et il se félicite du fait que son projet ait été certes modifié dans certains détails, mais pas altéré dans les dispositions principales. Et c'est vrai, finalement, un parlementaire genevois d'aujourd'hui qui assisterait aux séances du Conseil représentatif en se transportant dans le temps, ne serait pas complètement dépaysé parce qu'il retrouverait un certain nombre de formes, d'habitudes, de coutumes auxquelles il est accoutumé, comme les propositions connues d'avance par écrit, comme l'interdiction, pas toujours respectée, de lire des discours, comme la liste d'orateurs inscrite, ce qui est à l'avance, comme ça se fait encore maintenant, au Conseil national. À propos de la lecture du discours, il est d'ailleurs intéressant de voir que Étienne Dumont interdit qu'on lise les discours. Il avait participé à la législative en France, il avait rédigé des discours pour Mirabeau, et malgré tout, il pensait que les vrais discours politiques doivent être improvisés sur des notes et pas entièrement lus. Maintenant, je pense que Mirabeau avait un canevas, mais ne lisait pas son discours puisqu'il était connu pour ses talents oratoires. Vous le voyez, à partir de choses toutes petites, nos bons libéraux genevois, dont les avis n'ont pas été retenus au moment même de la rédaction de la Constitution de 1814, ont réussi, avec leur finesse, avec leur habileté, grâce à la rédaction du règlement, puis à leur entregent au Conseil représentatif, à s'imposer. Alors, on peut dire, est-ce que le système du progrès graduel de Jean-Jacques Rigaud est l'exemple même de ces idées libérales?
Je ne pense personnellement pas que Jean-Jacques Rigaud, qui est le grand homme des 20 dernières années de la restauration classique, entre 1820 et 1842, soit en fait un libéral. Il avait des idées libérales, mais Jean-Jacques Rigaud, je ne crois pas, était un libéral et il était effectivement quand même lié au parti conservateur. Mais comme vous le savez, il y a toujours plus conservateur que vous, plus libéral que vous, et donc c'était en effet un homme du juste milieu, mais nous laisserons Irène Herman la prochaine fois qui nous parlera de Pellegrino Rossi, peut-être davantage nous parler aussi de Jean-Jacques Rigaud. Je vous remercie.